En quelques mois, il est devenu la personnalité politique la plus appréciée des Français. À 27 jours du premier tour, que propose Emmanuel Macron avec son mouvement? Sera-t-il la surprise de la présidentielle? Max Dubois, le délégué national d'En Marche, est l'invité d'Outre-mer Politique. Bonsoir Max Dubois et bienvenue. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec votre photo, la photo qui illustre votre vision de l'outre-mer. C'est cette liesse populaire autour de votre candidat. Alors si vous avez choisi cette photo, est-ce que c'est parce que pour vous, partout où il se déplace, il est accueilli comme une rockstar ? Eh bien, je ne crois pas qu'il soit accueilli comme un rockstar. Je crois que... En tout cas, c'est le sentiment qu'il donne. Oui, mais bien sûr, c'est une première lecture et je la comprends. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Et nous l'avons vu encore hier, lorsque nous étions à Mayotte, hier soir, avec cette foule qui a beaucoup d'espérance. Et en fait, il est accueilli comme quelqu'un qui peut apporter des solutions. Donc, je crois que cette photo, elle exprime vraiment le lien d'un homme avec un peuple. C'est ça, ce qu'il se passe. Le sentiment d'appartenance qu'il pourrait avoir avec là où chaque fois qu'il se déplace. Il est reçu avec beaucoup de générosité, beaucoup de tendresse. Vous voyez, les gens sont heureux et il y a plus de tendresse qu'autre chose dans cette photo. Et aussi beaucoup d'attentes. Alors on va voir maintenant notre cliché, c'est les forces de l'ordre, puisque, semble-t-il, dans votre projet, vous souhaitez mettre en place des instituts de formation pour la gendarmerie, pour les policiers. C'est votre manière, à vous, de lutter contre l'insécurité ? Je crois qu'il faut se rendre compte des choses. Aujourd'hui, effectivement, nous devons renforcer les effectifs qui ont autrefois été malheureusement coupés ou des écoles de police ont été supprimées. Bon, il faut revenir à la raison, il faut adapter nos forces de sécurité et de police à la réalité. Dans notre programme, vous avez vu que nous avions la création de 10 000 postes de police sur le quinquennat. Nous avons également la réouverture des écoles de police et puis aussi la réaffectation de certains fonctionnaires de police qui pourraient faire d'autres tâches que celles qui sont des tâches plus subalternes qu'on pourrait confier à d'autres. Donc, en réalité, ce que nous voulons remettre de la sécurité. De la sécurité. Et justement, les questions sécuritaires, on va en parler avec la question d'actualité, la Guyane, vous l'avez vu, Guyane, la situation qui se présente aujourd'hui actuellement. Alors, on l'a appris tout à l'heure, le Premier ministre a décidé d'envoyer donc peut-être une possible délégation ministérielle. C'est acté, la délégation ministérielle qui va se déplacer. Il y a eu dans un premier temps ces personnalités dites encadrées par le préfet de haut niveau. Est-ce que vous avez eu le sentiment que justement sur cette question, le gouvernement a trop tardé ? Écoutez, je crois que ce n'est pas ce gouvernement qui a trop tardé, ou en tout cas pas maintenant. Ce qui tarde, c'est que depuis 30 ans, on ne règle pas le problème. Donc la question n'est pas de savoir si une délégation de haut niveau ou interministérielle doit arriver dans les 24 heures ou les 48 heures. Simplement, il faut prendre maintenant acte de manière définitive que les problèmes qui éclatent aujourd'hui en Guyane sont des problèmes qui datent depuis déjà fort longtemps. Justement, on a bien vu que la manière de gérer cette situation de crise a été compliquée, même dans la méthode. Envoyer d'abord des techniciens avant d'envoyer la ministre. Vous auriez géré ça comme ça, vous ? Écoutez, on n'est pas en face de ce problème-là. Pour l'instant, c'est très compliqué de réagir sur le problème d'un autre, même si, d'abord, nous sommes très solidaires des problèmes que rencontrent les Guyanais. Vous savez, hier, lorsque nous étions dans l'avion entre La Réunion et puis Mayotte, c'était vraiment la discussion de fond. Emmanuel Macron était tout à fait consterné de dire mais il faut vraiment qu'on trouve très vite des solutions parce que c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple qui en a marre, avec évidemment une insécurité qui atteint des niveaux records. Bon, donc on peut comprendre que parfois on perd un peu patience. On va continuer justement à parler de tout cela. En attendant, en Outre-mer, la campagne bat son plein et c'est dans le panorama politique de Laurence Théatin. Bonsoir Laurence. Bonsoir Thierry. Alors, l'Outre-mer et la Guyane, plus précisément, est largement entrée dans le débat. Oui, les Guyanais se sont bien imposés dans cette campagne électorale. Bernard Cazeneuve, qui a pris la parole, vous l'avez dit ce midi de l'hôtel Matignon, s'est dit concerné par les réactions politiques suscitées par cette crise guyanaise.
qu'un des assauts de démagogie que la période électorale semble favoriser, dans un abaissement, je dois le dire, qui me consterne, ne détournera le gouvernement de sa volonté d'aboutir à des solutions concrètes pour les Guyanaises et pour les Guyanais. Alors, les candidats n'ont en effet pas manqué de réagir. Discours plutôt modéré, plutôt soft de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron. La table dans cette campagne présidentielle, sans attendre les problèmes de la Guyane, la nécessité de programmer 2,5 milliards d'euros en 5 ans pour les Outre-mer sur les grands travaux d'infrastructure, parce qu'il y a là des inégalités qui sont des inégalités qui se rajoutent aux problèmes que vivent tous les Français. Le premier mot est celui d'un appel au calme, parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation. Voilà, et à la gauche de la gauche, Philippe Poutou dénonce le mépris de l'État. Et hier, à Rennes, Jean-Luc Mélenchon et son « Nous sommes tous des Guyanais » va dans le même sens. À droite, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, François Fillon. Son soutien, François Baroin, pointe une démission de l'État. Regardez. C'est inacceptable de traiter par le mépris. On n'entend même pas la ministre de l'Outre-mer. Ils ont raison. Oui, ils ont raison, les Guyanais, de ne pas vouloir recevoir la mission interministérielle. L'origine de ce que nous vivons, c'est la défaillance de l'État. Depuis des années et des années, ils n'ont pas voulu répondre aux préoccupations de la population. Aujourd'hui, c'est la population qui s'élève, qui se révolte en quelque sorte contre cet abandon. Alors, récupération politique, comme le dénonce Bernard Cazeneuve ? Écoutez, moi, je ne veux pas faire de commentaires sur les différents concurrents à l'élection présidentielle, mais bon, je crois qu'il faut d'abord penser aux Guyanais avant de penser à sa propre élection. Donc, je peux vous répondre sur la Guyane, mais nos contradicteurs, concurrents, s'expriment comme ils le souhaitent. L'autre événement politique, le débat télévisé entre 5 candidats à la présidentielle. Alors, on y a parlé de sécurité sans évoquer la Guadeloupe ni la Guyane. On a parlé de chômage sans parler de la Réunion, avec un taux de chômage quand même de 22%. L'immigration sans évoquer Mayotte ni la Guyane. Moins de la moitié de la population est née dans ces collectivités. Seul Benoît Hamon a rappelé ses 20 élèves par classe dans les zones en difficulté et en Outre-mer. Alors l'Outre-mer, comme toujours, passe à l'as dans le débat national. Alors Emmanuel Macron a quand même pensé aux Outre-mer, puisqu'il a eu cette phrase « Et la France d'Outre-mer dont on n'a pas assez parlé ». Alors est-ce qu'au prochain débat, vous nous promettez de donner des fiches à Emmanuel Macron ? Alors, les fiches, Emmanuel les avait. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas besoin de fiches pour parler d'outre-mer. Emmanuel, il connaît très, très, très bien les outre-mer. D'abord parce qu'il aime les outre-mer. Au sens où aimer les outre-mer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre en considération les gens, les citoyens français qui vivent dans les 3 océans. Il les prend vraiment en considération. Après, vous le savez, le débat s'est déroulé dans des conditions qui sont imposées aux candidats. Donc les questions ne sont pas connues à l'avance, donc nous ne savions pas quel type de questions nous allons avoir. Alors effectivement, Emmanuel s'est beaucoup étonné d'arriver au terme de ce débat sans que les questions d'outre-mer fussent évoquées. Et vraiment, c'est dommage, c'est très dommage. 2 750 000 ultramarins qui vivent en dehors, qui vivent sur nos 3 océans, sans compter ce qu'on appelle, avec ce joli mot, le 6e dôme, qui fait encore beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, d'enfants, enfin, très sympathiques, qui vivent pour la plupart dans la région parisienne. Donc il faut en parler, ce sont nos concitoyens. Il faudrait lui demander de l'imposer alors dans le débat. On termine sur une note un peu plus poétique. Alors savez-vous qui évoque l'amitié du proche et le sel du lointain ? Eh bien, j'en sais rien. Parler de l'outre-mer. Eh bien, c'est le dernier soutien en date d'Emmanuel Macron, Dominique de Villepin. Qu'est-ce que ça vous inspire ? L'amitié du proche, le sel du lointain, l'outre-mer. Écoutez, c'est une très belle phrase à Dominique de Villepin, donc je ne vais pas lui enlever sa phrase, elle est magnifique, je n'aurais pas pensé à la faire. Et je suis tout à fait prêt à l'endosser. Oui, c'est bien, c'est très joli. Oui. Mais derrière ces belles phrases, maintenant, il faut aussi aller dans les faits. Voilà. Mais en tout cas, c'est une jolie phrase et elle va bien. Merci Laurence, merci à vous. Justement, on va aller dans les faits et l'action. Vous étiez ce week-end
à Mayotte. Vous avez pu mesurer l'étendue du travail qu'il reste à faire là-bas et les attentes de la population. La chanteuse Sarah Médard vous interpelle sur le statut du 101e département français. On l'écoute. Macron nous disait qu'il ne connaissait pas trop la situation de Mayotte, il n'en savait pas plus, alors qu'aujourd'hui Mayotte est un département français. Donc je voulais savoir, en tant que président, lorsqu'il sera élu, s'il était élu, ferait-il en fait respecter justement cette décision de Mayotte française? Alors, Mayotte, la française, est-ce qu'il y a un moyen un petit peu de stabiliser la question de statutaire une bonne fois pour toutes ? La question n'est pas forcément statutaire à Mayotte. C'est presque accessoire. Votre candidat a quand même dit qu'il allait peut-être, ça avait été fait dans la précipitation. Oui, non, mais c'est pas faux. Ça. C'est pas faux, mais bon, c'est fait. Donc on ne va pas passer beaucoup de temps sur l'idée du statutaire. Déjà, sympathiquement, je voudrais dire à Sarah Emmanuel connaît bien Mayotte et il s'y intéresse beaucoup. Donc je ne sais pas où cette information a été prise, mais en tout cas, je vous le redis, Emmanuel Macron, c'est d'abord un humaniste. Donc quand ça ne va pas bien quelque part, c'est de manière naturelle qu'il y va et que ça l'intéresse. Donc il a l'empathie pour les oui, régions d'outre-mer. Il a vraiment d'empathie, mais écoutez, les ultramarins sont des gens qui sont extrêmement sensés, recevraient pas, comme ils le font, chaque fois ils vont être témoins, avec autant de chaleur, avec autant de bonheur, quelqu'un qui n'aurait pas d'empathie. Ça montre aussi que les attentes sont importantes de la part de ces populations. Oui, alors je vais vous répondre sur Mayotte. Quel est le problème de Mayotte? Il ne faut pas se voiler la face. Le problème de Mayotte, c'est effectivement une immigration joannaise, qui est permanente. Nous avons là de pauvres gens, disons-le, qui traversent les 70 km de bras de mer dans des kwassa-kwassa et qui viennent gonfler le flot des gens qui arrivent de manière illégale, mais qui sont des gens malheureux. Donc, pourquoi viennent-ils chez nous? C'est parce qu'ils viennent chez nous en France, à Mayotte. Ils viennent là parce qu'ils sont très malheureux chez eux. Et ce qu'a dit de manière extrêmement courageuse Emmanuel hier soir, si vous l'avez entendu, il est allé au bon endroit. Il n'a pas dit, comme dit Marine Le Pen, où il faut mettre de la police partout et puis remettre les gens à la mer. Il n'a pas dit ça. Il a dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire si on n'assure pas le développement d'Anjouan, les gens continueront à venir. Donc il faut avoir une coopération avec une certaine fermeté, avec une exigence pour savoir que devient l'argent qu'on y met. Mais c'est ça le vrai dialogue. Et ça, c'est très courageux de l'avoir fait. Parce que c'est facile de faire du populisme. On va continuer dans le courage et justement, puisque c'est le moment d'évoquer en 2 mots notre rubrique. Et venir tout de suite nous rejoindre. Célia Cléry, donc, qui est censée venir nous rejoindre. Bonsoir. Et votre mot à vous, bonsoir Célia, et votre mot à vous, Max Dubois, c'est le mot lien. Justement, le lien, puisqu'on parle de Mayotte, le lien avec la nation, mais aussi le lien avec ce qui les entoure. Oui. Vous parliez juste de lien. Quand on parle de lien avec l'outre-mer et qu'on insiste sur l'humanité d'Emmanuel Macron sur le sujet, ça passe aussi par les mots. Et quand Emmanuel Macron parle de l'île de Guyane en parlant de la Guyane, vous pouvez comprendre que ça choque les gens, et les Guyanais en particulier, et qu'on puisse s'étonner de sa méconnaissance de l'outre-mer pour le coup. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de gens, beaucoup de Guyanais qui sont mes amis, qui m'ont appelé plutôt avec le sourire qu'avec l'idée qu'Emmanuel les avait méprisés. Bien sûr que non. Qui pourrait croire aussi qu'Emmanuel ne sait pas que la Guyane n'est pas une île? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je vous livre le dessous des cartes. Nous étions dans l'avion hier soir et on parlait effectivement de la Guyane parce que c'est un vrai problème. Et à un moment donné, il me dit, mais finalement, il y a vraiment beaucoup de problèmes, il y a des problèmes d'accès. Ce territoire est un territoire qui est fermé. D'un côté, enclavé Suriname. De l'autre côté, nous avons le Brésil. Il n'y a pas de route pour aller là-bas, vous le savez. Suriname, c'est une barge. De l'autre côté, il n'y a pas de route pour aller au Brésil. Et puis après, il y a le pôle de Yabok. Saint-Georges, il y a quand même... Donc cette idée, c'était de dire c'est l'enclavement. Donc bon, tous les... le seul enclavement, c'est l'enclavement autour de l'île de Cayenne. Mais après, pour le reste... Soyons clairs, c'était et généreux, parce que ça voulait dire quoi? Ça veut dire, je reconnais qu'effectivement, il y a un enclavement qui est peu supportable. À propos de générosité, il y a un chiffre pour résumer le programme d'Emmanuel Macron pour l'outre-mer, c'est 1 milliard. 1 milliard sur 5 ans, c'est ce que propose votre candidat pour développer les outre-mer.
Est-ce que c'est suffisant au regard des besoins des Guyanais et des autres? Eh bien, je vais vous surprendre. Ce n'est pas un problème d'argent. Quand même. Non, c'est pas un problème Donc d'argent. c'est 1 milliard, ça pourrait être 2-3 milliards? Non, c'est pas la question. C'est que lorsqu'on donne 1 milliard, on a 1 milliard parce que nous avons imaginé qu'un certain nombre de sujets pouvaient être traités avec ce milliard. Alors après, on peut faire la surenchère. On peut dire c'est pas 1, l'autre il dit 2,5, un autre va dire 4, enfin je ne sais quoi. Le chiffre avancé, c'est 3 milliards actuellement quand on suit la Nous, protestation. ce que nous disons, c'est que c'est pas un problème qui est un problème d'argent en tant que tel. C'est un problème de développement. Aujourd'hui, le fond du problème est la Guyane, puisqu'on est sur la Guyane. Problème de pêche de la Guyane. Vous avez aujourd'hui, la Guyane fait partie, comme vous le savez, de l'Europe. Donc aujourd'hui, alors que les Guyanais ont besoin d'avoir des bateaux, ils sont coincés avec les dispositions européennes qui donnent des primes à la casse des bateaux alors qu'il faudrait en avoir. Donc voilà le problème. Donc la solution, c'est quoi? C'est d'aller dire à l'Europe, donnez-nous des normes différentes pour les régions ultra-périphériques, donnez-nous plus d'argent, ou de dire aux Guyanais, aux ultramarins, utilisez autrement l'argent? Alors, c'est un peu tout ça, mais je vais essayer d'expliquer très court. Oui, déjà, il existe une disposition européenne, c'est l'article 349. Donc déjà, il faut le faire fonctionner, cet article, parce que c'est un article déjà qui permet des exceptions. Donc il n'y a pas besoin de refaire des lois. On n'est pas reparti pour des années pour refaire un traité. Donc déjà, utilisons ce que nous avons. Ensuite, quand on libère ce type d'énergie, peut-être que ce qu'il faut faire, il faut peut-être aider nos concitoyens ultramarins à structurer des filières un peu mieux. Parce que quand on structure des filières, comme la filière pêche, vous savez, en Guyane, il y a la Cogumère, cette entreprise. Ces gens-là ont fabriqué une usine magnifique dans laquelle, d'un côté, on fait rentrer le poisson qu'on a préalablement coupé, congelé, et il en sort à l'autre bout des plats cuisinés. C'est ça qu'il faut faire. Et nous, c'est ça que nous devons aider. Il faut aider à l'économie locale. Il faut aider à l'économie. On va voir justement un exemple concret, et on va partir dans le Pacifique, plus précisément à Wallis-et-Futuna, avec notre consoeur Violetta Tafilani. Dans cette collectivité, la coutume a beau avoir son importance, elle commence néanmoins à peser sur le développement économique. Le sol sur lequel je marche est géré par le roi. Un domaine qui, dans le statut de Wallis-et-Futuna de 1961, revient à l'Assemblée territoriale. Dans leur campagne électorale, certains candidats aux élections territoriales soulèvent la question car le foncier pose problème aujourd'hui au développement économique et institutionnel des îles. Vous, en tant que candidat à la présidentielle, êtes-vous favorable à une révision du statut du territoire ? Votre réponse? Révision. Alors, de quoi parlons-nous? On parle effectivement de 1961 et pour faire bouger le statut du territoire, il faut le double accord et de la royauté, d'une part, et d'autre part, de l'Assemblée. Pour l'instant, ils n'y sont jamais parvenus. Donc, nous, ce que nous devons faire, nous devons aider. Alors, le foncier, puisque le foncier est géré effectivement par la royauté. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand on dit est-ce qu'Emmanuel connaît les Outre-mer, je ne sais pas si d'autres candidats l'ont fait, mais il m'a envoyé en voyage dans la totalité des territoires. Et je suis allé là sur la place. Votre mission, c'était de convaincre justement l'ensemble des non, c'était pas de convaincre. Ma mission, c'était pas convaincre. Ma mission, c'est la mission des gens d'En Marche, c'est d'aller sur place. Et moi, je suis allé là à la demande pour le sensibiliser à l'outre-mer, justement. Vous êtes son émissaire pour le sensibiliser à l'outre-mer. Mais pas pour le sensibiliser. Je suis pas. Mais il ne connaît pas Wallis-et-Futuna. Il le connaît à travers vous. Il ne le connaît pas qu'à travers moi. Enfin, il vous aura pas échappé quand même qu'Emmanuel Macron est un homme de culture. Donc il n'a pas attendu de rencontrer Max pour savoir qu'il existait Wallis-et-Futuna. Non, pas du tout. Savoir que ça existe et connaître, c'est deux choses différentes. Mais écoutez, en tout cas, cette démarche qu'il a faite, je ne sais pas si les autres candidats connaissent Wallis-et-Futuna. Vous voyez, mais en tout cas, lui, il m'a dit, Max, va là-bas. Va me rendre compte. Dis-moi comment sont les gens là-bas. Voyez, et quand vous allez là-bas, pour aller entre Wallis et Futuna, vous avez 230 km, et que vous montez dans le Manulele, vous savez le Manulele, c'est le Twin Otter qui a 45 ans, ce Twin Otter. Vous montez. Vous a pesé. Oui, on me pèse. Justement, on va continuer autour de la fraternité, puisque c'est le même ordre d'idée. Tout à l'heure, votre mot, c'était lien. Et comme pour Emmanuel Macron, entre la liberté et l'égalité, il a choisi, mais cette solidarité entre l'Hexagone et l'Outre-mer, on a tendance à remarquer qu'elle se manifeste uniquement en cas de crise ou de catastrophe. Alors, au quotidien, comment est-ce qu'elle va se manifester?
Écoutez, si elle se manifeste aujourd'hui, nous n'y sommes pas pour grand-chose. Nous ne sommes pas aux affaires encore. Voilà, pas encore. Donc, nous espérons évidemment venir aux affaires, mais nous sommes prudents. Nous devons convaincre, encore convaincre. Tout dépendra du résultat de l'élection présidentielle. Donc, nous n'avons pas parti gagner. On doit dire à nos concitoyens ultramarins que nous n'allons pas nous mettre dans des situations de crise à terme, dans 2 ans, dans 3 ans. On va empoigner le travail tout de suite. Et la fraternité ? Alors, qu'est-ce que c'est que la fraternité ? La fraternité, c'est quand tout le monde a le ventre plein. Voilà ce qu'il faut faire. On a de la fraternité quand, effectivement, on a désamorcé les tensions. Oui, vous disiez tout à l'heure... ventre plein, pardon, parce qu'on peut gaver les gens, on peut aussi leur donner les moyens de leur propre développement. Non, mais attendez, on ne va pas gaver les gens, comme vous dites. D'ailleurs, il n'y a pas 2 minutes, vous m'expliquez que nous ne donnions qu'1 milliard, alors que les autres faisaient de la surenchère à 2,5 milliards. Ah non, j'essaie de comprendre. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, vous voyez, donc on n'est pas dans le garage, loin s'en faut. On est au contraire dans un exercice de co-responsabilité. Les citoyens qui sont les citoyens des océans sont des gens avec lesquels nous devons compter. Et parfois, Emmanuel a dit ça déjà, il vaut mieux que les réglementations de la métropole s'adaptent aux Outre-mer plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est une vraie main tendue parce qu'il y a beaucoup de richesses. Donc nous sommes pour un développement endogène. Nous sommes pour un développement également autour. Vous voyez, quand vous citiez tout à l'heure la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, ce qui est intéressant, c'est de voir que juste à côté, il y a l'Australie. La coopération régionale, à côté de Wallis et Futuna, il y a les Fidji. Fidji. Qui ont été défendues par d'autres présidents avant vous, Nicolas Sarkozy pour le développement endogène, François Hollande pour le développement régional. Les Outre-mer sont une chance pour la France, sont une richesse, ça on l'entend à longueur d'années, de la part de tous les candidats à l'élection présidentielle en ce moment. Et pourtant, il y a une Martiniquaise, Karine Roy-Camille, ancienne conseillère régionale de Martinique, donc, qui a adressé une lettre ouverte à tous les candidats, en leur disant ceci: les ultramarins doivent pouvoir entendre sur les sujets cruciaux vos propositions pour l'avenir afin de déterminer leur choix. La Guyane s'est invitée, on le disait, dans l'élection présidentielle, mais en dehors de ça, on parle très peu des Outre-mer. Ils sont toujours à la marge de ces campagnes présidentielles. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses soient différentes et que les gens vous entendent ? Eh bien, moi, ce que je fais à la demande d'Emmanuel, je vais dans les territoires. Je vais dans les territoires. Parce que les spécialistes des Outre-mer, ils sont dans les Outre-mer. Et c'est là qu'il faut aller. Ça ne se passe pas à Paris, ça se passe, comme vous le disiez, à Wallis ou Futuna, ça se passe en Polynésie, que nous allions à Tahiti ou à 2h30 d'avion aux Marquises. En Guyane, en ce moment. En Guyane, où il faut aller, même si c'est difficile, il faut y aller. Voilà, il faut aller voir ce qui se passe aussi. Vous disiez tout à l'heure un chiffre qui est insupportable. 360 000 à peu près chômeurs sur la totalité des Outre-mer, c'est insupportable. Vous parlez de la Réunion, la moitié de ces chômeurs sont réunionnais, la moitié. Voilà la Réunion qui fait à peu près 850 000 habitants, grosso modo 30% de la population ultramarine, et elle endosse 50% de la totalité du chômage. C'est là où il faut s'attaquer à ça, et ça, on va le faire. Alors, à propos des choses que vous allez faire, est-ce que vous allez, justement, au niveau de la surrémunération des fonctionnaires, dans ce fameux milliard, est-ce que son financement est compris dans ce milliard ? Mais non, il n'est pas compris dans ce milliard. Emmanuel Macron s'est tout à fait prononcé sur cette question. Ne touche pas à la surrémunération des fonctionnaires. Vous la maintenez pour les fonctionnaires. Pardon ? Vous la maintenez pour les fonctionnaires. Oui. Vous parliez du chômage, le chômage des jeunes, c'est un sujet important outre-mer. Et les jeunes, ils s'expriment aussi dans cette émission, Thierry. Justement, avec l'opération Génération Watt, puisque c'est l'occasion pour eux de leur donner la parole à tous ces jeunes. Beaucoup vont voter pour la première fois. Alors, quand on veut, on peut. Dans le langage des jeunes, ça donne ça. Quand on veut, on peut, d'accord ou pas d'accord ? Carrément. Carrément d'accord. Il faut qu'il y ait des assistés parce qu'il y a des gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas aller travailler et on ne peut pas les laisser dans une précarité extrême. D'accord. D'accord. Pas d'accord. Complètement d'accord. D'accord. Oui, je suis d'accord. D'accord aussi. Dans la vie, c'est sûr qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire, rester sur mon canapé et puis avoir les pesos à la fin du mois, par exemple. Il faut juste trouver la bonne motivation. Ben non, si on a vraiment un chemin qui est parsemé d'embûches, on ne peut pas y arriver des fois. Même si on a la plus grande volonté du monde. Des fois, la volonté ne suffit pas, mais elle y contribue beaucoup. Quand on veut, on peut essayer, et à force d'essayer, on peut peut-être y arriver. Ça dépend de là où on est, dans quelles conditions, où on a des chances de pouvoir ou de ne pas pouvoir faire des choses. Moi, je veux être présidente de la République, mais je ne sais pas si je peux.
Quand on veut. Quand on veut, on peut. Max Dubois, ça c'est un peu la devise d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que les Outre-mer doivent se prendre en main. C'est ce que dit votre candidat aussi aux Ultramarins? Je crois qu'il ne dit pas ça exactement. Hein. C'est pas. En Martinique, il avait un message qui était assez proche de celui-là. Écoutez, en tout cas, je le connais bien. Faites-moi confiance. Non, je crois que bon, quand on veut un peu, quand on veut, on peut, mais parfois quand on veut, on veut. Hein. Donc c'est pas toujours facile. Et la volonté, il en faut, c'est indéniable. Mais au-delà de cette volonté, il faut aussi qu'on aide. Moi, j'ai vu avec bonheur ces jeunes qui sont dans l'attente, mais ils ne sont pas non plus dans une attente totale. Ils sont prêts à bouger. Donc, qu'est-ce que nous avons dit, nous? Nous avons dit, déjà, on va les former. On va faire des plans de formation solides et sérieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas les former à n'importe quoi. On ne va pas former... En fonction des besoins de chaque territoire. Mais oui, voilà. Parce que ça va ensemble. Vous savez, je vais vous dire, il faut former les gens, mais en même temps, il faut structurer les filières. Parce que si vous formez des gens dans des métiers qui ne sont pas structurés, une filière, c'est de bout en bout, alors vous perdez de la puissance dans vos formations. Donc il faut d'un côté structurer mieux des métiers, des filières complètes. Hein, je reprends l'exemple de la cogumère, hein, qui maintenant pêche le poisson et à l'autre bout vous sort un très bon plat cuisiné. Mangez ces plats, ils sont délicieux. Ils sont délicieux. Et écoutez, ils m'en ont offert, j'en ai mangé et vraiment je me suis régalé. Justement, à propos de formation, votre candidat parle d'un service militaire durant 1 mois. Outre-mer, il existe le RSMA où justement on forme les jeunes. Il n'y a pas. Ce sont des choses. Alors, ce sont des choses différentes. Ce sont des choses différentes. Le RSMA, qui marche d'ailleurs très bien. Ça a valeur d'exemple pour l'Hexagone. C'est pas tout à fait la même chose. La vocation du RSMA, c'est une vocation qui permet de remettre le pied à l'étrier à des gens qui en ont besoin parce qu'ils ont perdu les repères, parce qu'ils ont été abandonnés par la République. Donc la République leur remet le pied. D'ailleurs, si vous avez... donne des formations également. Alors, oui, mais le service militaire à moi, c'est pas ça. Alors, pas ce que non, vous voulez. je vais aller au-delà de ça. Juste un petit crochet par Mayotte. Vous voyez, on est en train en ce moment de se dire il faut bouger parce que vous savez, franchement, il y a entre 10 et 12 000 gamins, des enfants qui sont dans la rue. Des mineurs isolés. Vous voyez, des mineurs isolés, quoi. Ces gamins-là, ça pourrait être les miens. Moi, j'ai une petite fille qui a 11 ans. Quand je vois ces gamins dans les rues de Mayotte, je ne peux pas ne pas transposer dans ma tête et me dire ça pourrait être ma fille. Donc, il faut bien faire quelque chose pour ça. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes dit, bon, alors, il faut peut-être trouver une solution et on va essayer de faire le service militaire des cadets, le SMA des cadets. C'est pas pour un mois, c'est encore une fois pour faire venir à nous ces entre enfants. 18 et 21 ans. Voilà, non, les cadets, c'est beaucoup plus tôt, c'est en dessous. C'est en dessous, c'est ces enfants-là qui sont dans la rue et évidemment, ils sont délinquants, il faut bien qu'ils mangent. Donc nous, on leur doit de leur donner un minimum. En charge. Mais il ça faut. aura un coût aussi. Mais écoutez, est-ce qu'on peut laisser des enfants, si vous avez des enfants, vous pouvez les laisser dans la rue? C'est impossible. Voilà. Alors quand on dit que Emmanuel Macron aime les Outre-mer, c'est ça qu'il fait. C'est insupportable de voir des enfants dans la rue à Mayotte ou ailleurs. Vous voyez ça? Allez, cette émission arrive quasiment à son terme. C'est le moment pour nous de vous savoir l'impression que vous pouvez avoir laissée. François Gabour, dessinateur de presse, nous a suivis depuis Fort-de-France. Et voilà ce qu'il retient de nos échanges. On va tout de suite découvrir son dessin. Et je vois que la Guyane est encore dans l'actualité avec, bien sûr, l'Ariane. Nous aussi, on veut décoller. Votre conclusion? Bah, écoutez, je trouve que c'est une vraie pensée. Il faut effectivement faire décoller la Guyane. Mais décollage imminent de vos idées? Oui, non, c'est pas de nos idées seulement. Bien sûr, nos idées, on les pousse pour les emmener le plus haut possible. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'on a véritablement envie de faire gagner avec nous nos concitoyens, et particulièrement ceux d'outre-mer. Écoutez, je vais vous dire, on y croit et on aime les gens d'outre-mer. Vous voyez, on n'est pas des magiciens. Simplement, regardez. On redresse, on tire les manches et on empoigne le truc, voyez? Il y a beaucoup d'attentes, peut-être que certaines seront déçues, on verra ça au moment du scrutin présidentiel. En tout cas, ce que vous dites, c'est que la Guyane peut avoir valeur d'exemple pour les autres Outre-mer aussi. Chacun a son rythme de développement. Je dis qu'il y a beaucoup de différences d'un territoire à l'autre. Les points communs il y en a certains, mais il y a beaucoup de différences. Il faut que dans chaque territoire, nous ayons une véritable attention. Nous ayons pour chaque citoyen d'Outre-mer une véritable pensée, comme si c'était notre propre famille, puisque ce sont nos concitoyens.
citoyens. Chacun son rythme. Ça sera le mot de la fin. Voilà, merci Max Dubois. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de Outre-mer m'avoir invité. politique revient à partir du 10 avril en quotidienne. Nous recevrons les candidats eux-mêmes pour un entretien dédié aux Outre-mer. D'ici là, bonne soirée et bonne semaine à tous sur nos antennes.